Quand on pense à l'adoption d'un animal de compagnie, on a souvent une image très spécifique en tête, un cliché un peu rassurant. Ouais, la fameuse vieille boîte en carton. C'est ça, la boîte posée un dimanche matin à la sortie d'une ferme ou à l'entrée d'un petit marché de village, avec une pancarte griffonnée au marqueur, genre «chaton à donner». Ah, c'est une image d'Épinal tenace. Ça donne vraiment l'impression que faire naître des animaux, c'est un truc purement intime, un petit arrangement informel entre voisins. Sauf que cette boîte en carton n'est plus qu'un souvenir. Dans la vraie vie, aujourd'hui, elle a été remplacée par un classeur juridique de 500 pages. Au bas mot. Donc aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans la face cachée de tout ça. Une face ultra réglementée, voire industrielle de la naissance de nos chiens et chats. Absolument. Le but de notre mission aujourd'hui, c'est d'offrir une synthèse bien claire de cette montagne de textes de loi. Exactement. Et pour démystifier ce labyrinthe administratif monumental, on va s'appuyer sur des sources assez denses. Les réglementations françaises, y compris le tout récent arrêté de juin 2025. Un arrêté majeur, oui. On a aussi les règles du LOUF pour les chats, des directives de la MSA agricole et même les législations régionales belges de Wallonie et Bruxelles. Le contraste est vraiment saisissant d'ailleurs. D'un côté, on a l'émotion pure d'adopter une petite boule de poil, et de l'autre, on a une froideur chirurgicale avec des textes qui décortiquent la génétique ou la fiscalité. Commençons par le début. La première ligne de frontière. À quel moment exact est-ce que mon amour pour les animaux devient juridiquement une entreprise légale? C'est la grande question. Imaginons un scénario classique. Mon chat d'appartement s'échappe, une nuit. Elle revient, elle est pleine, elle a une portée. Je donne la plupart des chatons à ma famille, mais je décide d'en vendre un seul à un collègue pour, je sais pas, rembourser les frais du vétérinaire. Aux yeux de la loi, je suis quoi? Eh bien, aux yeux de la loi française, suite à une réforme très stricte de 2015, vous êtes officiellement un éleveur. Un éleveur? Oui, Juste pour un chaton? un professionnel, oui. La règle est devenue implacable. Posséder au moins une femelle reproductrice et vendre au moins un chiot ou un chaton, ça fait automatiquement basculer le particulier dans le statut d'entreprise. Ah ouais. Il n'y a plus aucune zone grise. Il faut un numéro de SIRET pour exister légalement. Bon, décortiquons un peu tout ça. C'est quand même vertigineux. C'est un peu comme si organiser une petite vente de gâteaux dans son garage le dimanche, ça obligeait soudainement à obtenir une licence de restauration et un SIRET. C'est une bonne analogie. Mais l'État a quand même prévu une exception. Une seule. On l'appelle l'éleveur dérogataire. D'accord. Et ça marche comment? Si on ne vend qu'une seule portée par an pour tout le foyer fiscal, et surtout si on inscrit tous les petits au livre généalogique officiel, donc le LOF ou le LOUF, alors là, on peut remplacer le SIRET par un numéro de portée spécifique. Fourni par ces instances-là. Exactement, un numéro qui est d'ailleurs vérifiable en ligne. Mais attention, si c'est pas un animal de pure race, cette dérogation n'existe même pas. Mais pourquoi une telle sévérité? Comment une définition aussi stricte protège réellement l'animal? C'est pas juste une taxe déguisée de l'État pour gratter de la TVA? Beaucoup de gens pensent ça, oui, mais la fiscalité est vraiment secondaire ici. Le vrai but, c'est de détruire l'anonymat. L'anonymat, c'est le terreau des usines à chiots et de la maltraitance. Donc obliger tout le monde à s'y matriculer. Voilà. Avant, n'importe qui pouvait vendre 50 chiens par an sous le manteau en disant « Ah, c'est juste la portée accidentelle de ma chienne ». En forçant le ciré dès le premier euro, l'État s'assure d'avoir un nom et une adresse physique à inspecter. C'est radical, mais en lisant nos sources, j'ai vu qu'en Belgique, ils ont une approche complètement différente. La Wallonie n'a pas ce système binaire du genre un animal vendu égale entreprise. Tout à fait. La Wallonie a une approche par volume. Ils ont réformé ça et catégorisent les éleveurs. Vous avez d'abord la catégorie occasionnelle. Ça correspond à quoi Maximum une portée par an, ça coûte 50 € pour un agrément valable 6 ans. C'est très accessible. Ensuite, on monte en grade? Ouais, il y a le niveau amateur pour maximum 5 portées par an qui coûte 250 € et le professionnel au-delà de 5 portées pour 500 €. C'est plus progressif. Oui, mais le détail vraiment crucial de la loi wallonne de juillet 2023, c'est qu'ils ont totalement supprimé la catégorie éleveur-commerçant. C'est-à-dire les gens qui vendent les portées des autres. Exactement, du courtage d'animaux. C'est fini. Vous ne pouvez vendre que ce qui naît chez vous. Ça paraît tellement logique pour des raisons sanitaires. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour la France? Vu que vendre un seul chaton fait de nous un pro, il faut logiquement prouver qu'on a les compétences. On s'improvise pas vétérinaire. C'est la suite logique du parcours du combattant administratif. L'éducation obligatoire.
En France, il faut obtenir l'ACACED. L'attestation de connaissance. C'est ça. C'est une formation qui dure de 14 à 22 heures selon si vous choisissez juste chien, chat ou les nouveaux animaux de compagnie. Et c'est à renouveler tous les 10 ans, sinon on perd son agrément. Alors, franchement, est-ce qu'un simple QCM de fin de stage de 14 heures prépare vraiment quelqu'un à gérer, je sais pas, des urgences médicales en pleine nuit et la génétique complexe d'une portée? Ou est-ce que c'est juste une formalité bureaucratique? Ce qui est fascinant ici, c'est que la loi sait très bien qu'on ne forme pas un vétérinaire en 2 jours. Bah oui, 14 heures c'est rien. Mais la CACED, c'est surtout un premier filtre juridique. Le simple fait de devoir payer, bloquer 2 jours, se déplacer, ça élimine les vendeurs impulsifs. Ah, je vois. Le mec qui se dit Tiens, je vais faire reproduire mon chien pour payer mes vacances », il va abandonner. Exactement. Et le parcours continue avec la MSA, la Mutualité sociale agricole. L'affiliation dépend du cheptel. Parce qu'élever des chiens, c'est légalement de l'agriculture. Oui, de 2 à 7 femelles reproductrices, on est cotisant solidarité, et à partir de 8 femelles, on devient chef d'exploitation. Et pour les races pures, le louf en rajoute une couche pour les chats. J'ai vu qu'il y a des déclarations de naissance à faire avant les 4 mois du chaton pour environ 15 € par tête. Et les tarifs doublent ou triplent si vous êtes en retard. Et le truc qui m'a fait sourire, c'est l'obligation de nommer le chaton avec la lettre de l'année. Les sources donnent des exemples, genre la lettre D pour 2008, E pour 2009. C'est quand même super spécifique. Ce n'est pas qu'une tradition, c'est un outil de traçage. Ça permet de connaître l'année de naissance d'un animal juste avec son nom. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a le diplôme, on a géré les impôts, mais concrètement, où vivent ces animaux? La loi s'occupe de l'architecture pour éviter les usines à chiots, non? L'architecture du bien-être est très codifiée. En France, une chatterie, c'est pas juste un garage. Il faut des matériaux lavables, imperméables. Quand je lis ces normes sur les surfaces, les matériaux imperméables et le chauffage, j'ai l'impression de lire le cahier des charges pour un spa haute sécurité ou un labo de pointe. Mon tout premier studio parisien était à peine plus réglementé que ça. C'est pas si éloigné. Pour les chats, on exige 2 mètres carrés par individu, avec une obligation absolue d'avoir des plateformes en hauteur pour qu'ils puissent s'isoler. Et pour les chiens? C'est 5 mètres carrés si le chien fait moins de 70 cm au garrot et 10 mètres carrés s'il est plus grand, avec un accès obligatoire à une courette extérieure. Et j'imagine que ça se complique si on a beaucoup d'animaux. Au-delà de 10 chiens, l'élevage devient une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement. Et à plus de 250 chiens, c'est carrément une lourde autorisation environnementale qu'il faut décrocher. Dingue. D'ailleurs, la Wallonie est allée encore plus loin avec leur loi de 2023. J'ai vu que leurs normes d'hébergement ont carrément doublé de volume. Oui, et ils ont rajouté une règle d'or pour garantir une vraie expertise. Un éleveur wallon ne peut désormais élever qu'un maximum de 2 races différentes. Fini le supermarché du chiot avec 15 races au catalogue. Exactement. Vous devez être spécialiste, pas juste un producteur de masse. Bon, les règles sur les murs et les sols, c'est bien, mais ça ne suffit pas si le corps de l'animal est épuisé. C'est là que la loi s'invite dans la biologie même. La reproduction est hyper contrôlée. C'est vital. En France, la règle, c'est maximum 3 portées sur une période de 2 ans pour une femelle. C'est déjà beaucoup, non? C'est un maximum légal. Et surtout, il y a une interdiction stricte de reproduire une femelle qui a déjà subi 3 césariennes. Plus un examen clinique vétérinaire obligatoire pour confirmer l'aptitude à la gestation. À quel âge? À 8 ans pour une chienne et 6 ans pour une chatte. Et pour la séparation avec la mère, c'est pas avant 8 semaines pour un chaton et 6 semaines pour un chiot. En Wallonie, l'âge est aussi super encadré, de 18 mois à 8 ans maximum, avec une seule gestation par an. Mais attendez, je me fais un peu l'avocat du diable. Allez-y. C'est admirable que la loi limite une chienne à 3 césariennes dans sa vie, mais en pratique, comment les autorités peuvent-elles vérifier l'historique chirurgical? Qui compte vraiment les cicatrices dans un élevage? Cela soulève une question importante. C'est le point faible du système papier. Normalement, le vétérinaire sanitaire désigné de l'élevage doit tout noter dans un registre de suivi sanitaire qui doit être gardé 3 ans. Un registre papier qu'on peut perdre ou falsifier. Voilà. Et c'est précisément là que l'arrêté français du 19 juin 2025 change la donne. La loi a durci le suivi l'année dernière. Cet arrêté de 2025, il fait quoi concrètement? Il impose la transmission des données sanitaires à l'ICAD d'ici le 1er janvier 2027 et la dématérialisation totale du registre d'entrée et de sortie d'ici 2029. Fini le cahier à spirale. Tout sera numérisé et centralisé par l'État. Ok, donc le bout de la chaîne maintenant. L'éleveur a respecté les règles, le chiot est prêt. Mais la loi encadre aussi le comportement du futur propriétaire, pas vrai?
Massivement. Pour éviter les abandons, il y a d'abord l'interdiction de vente en libre service sur Internet. Une annonce doit obligatoirement contenir le sirène ou le numéro de portée LOUF. Plus l'âge et l'identification par puce électronique. Puce qui doit être posée aux frais de l'éleveur, oui. Ensuite vient le certificat d'engagement et de connaissance. C'est quoi la mécanique de ce certificat? Ça impose un délai de réflexion de 7 jours obligatoire avant de pouvoir importer l'animal chez soi. En résumé, ce fameux délai de réflexion de 7 jours, c'est comme le droit de rétractation quand on signe un prêt immobilier. C'est le bouton pause de l'État contre l'achat impulsif d'une boule de poil mignonne dans une vitrine. C'est tout à fait ça. On coupe l'élan émotionnel. Et l'acheteur est aussi protégé par ce qu'on appelle les vices rédhibitoires. Des maladies spécifiques. Oui, comme la parvovirose canine ou la leucopénie infectieuse féline. Si l'animal déclare ça très vite après l'achat, la loi permet d'annuler la vente légalement. Et une fois arrivé à domicile, j'ai lu des trucs intéressants sur les appartements et les copropriétés. Oui, un propriétaire d'appartement a le droit fondamental d'avoir un animal. Les règlements de copropriété qui interdisent les animaux peuvent souvent être contestés au nom de la vie privée. Il y a un grand mais, j'imagine. Ah oui. Ce droit tombe complètement si l'animal cause des nuisances excessives, des aboiements continus, des odeurs insoutenables. En Belgique, par exemple, ça peut mener directement à une action devant la justice de paix. Donc en gros, si on fait une synthèse de toute cette exploration, ce qui semble être une simple transaction affective, adopter un petit chaton, ça repose en fait sur des fondations juridiques, sanitaires et environnementales massives. C'est tout un écosystème conçu pour professionnaliser le secteur et éradiquer la maltraitance. Et pour l'acheteur, la connaissance de toutes ces règles, c'est le meilleur outil pour démasquer les fraudeurs. Si quelqu'un vous dit qu'on n'a pas besoin de papier, fuyez. Pour conclure, je voudrais qu'on s'arrête sur une pensée un peu provocatrice en lien avec cet arrêté de juin 2025 qu'on a évoqué. Je vous écoute. Si la dématérialisation totale des registres et des suivis sanitaires vers l'ICAD devient la norme obligatoire d'ici 2027 et 2029, est-ce qu'on ne se dirige pas vers la création d'un véritable jumeau numérique inviolable pour chaque animal de compagnie? Un jumeau numérique, le terme est fort. Mais imaginez, un monde où une simple application permettrait de voir l'arbre généalogique complet, les antécédents médicaux, les fameuses césariennes de la mère et tout le parcours légal d'un chien. Ça changerait tout. Ça rendrait le marché noir, le vol et le trafic d'animaux littéralement impossibles d'ici la fin de la décennie. C'est une question fascinante à méditer pour quiconque compte adopter à l'avenir. Le système de la boîte en carton a disparu, mais la technologie va peut-être enfin offrir le bouclier parfait pour protéger nos animaux. C'est en tout cas l'ambition affichée par la loi. Et c'est plutôt une excellente nouvelle.